Je vous propose de retrouver la deuxième présentation qui va nous permettre de jeter les bases d'une discussion au futur lors de la troisième table ronde avec Marielle Monginoul, directrice de recherche en économie à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et ce propos, quels outils de gestion pour le partage de l'eau, Marielle? Bonjour, merci à tous pour cette invitation. Je vais, Stéphane notamment, et puis d'autres personnes de la table ronde, de la précédente table ronde, m'ont facilité la tâche. Je vais pouvoir aller un peu plus facilement sur certains aspects et peut-être plus zoomer sur d'autres qui n'ont pas été complètement abordés ou pas de la même manière. En effet, moi je suis chercheur en économie et donc je m'intéresse à savoir comment on fait pour partager la ressource en eau avec différents outils économiques. Mais il n'y a pas que ça, et Stéphane vient de le dire, je vais le dire avec mes mots, c'est différent. Comme il l'a dit, on a soit la possibilité, quand la ressource est en quantité limitée, d'augmenter l'offre ou de réduire la demande. Dans la première manière, on a vu tout ça juste avant, donc je ne vais pas y revenir. Hein. On peut avoir le fait de prendre de l'eau qui est sur le territoire et essayer de la retenir, cette eau, soit aller chercher l'eau ailleurs. On peut même aller chercher l'eau ailleurs en important des biens qui contiennent de l'eau et donc, quelque part, on amène de l'eau chez nous. Hein. Voilà, ça c'est la manière d'avoir de l'eau, d'avoir un équilibre en augmentant la ressource. Une autre manière qui a été présentée beaucoup dans la table ronde et un petit peu par Stéphane, c'est de limiter les pertes. Donc, on va faire un passage à l'irrigation localisée, on va essayer de réduire les fuites, on met en place des compteurs. Alors, pourquoi ça réduit les pertes? Ça a été présenté, mais là, je voulais vous montrer un exemple où on a un compteur à télérelève et on s'aperçoit, là, c'est un compteur horaire, donc c'est sur 24 heures, et on voit tout d'un coup qu'entre midi et 20 heures, eh bien, il y a une grosse fuite et après coup, on se rend compte que c'est une chasse d'eau. Et là, donc, on va pouvoir se dire, ah mince, voilà, ma chasse d'eau. Bon, là c'était un problème de dysfonctionnement immédiat, mais voilà. Donc, avoir des compteurs va permettre des fois de détecter des inefficiences. Et le plus gros point que je vais essayer d'aborder ici, c'est ce qui me concerne en tant qu'économiste, c'est toutes les actions que l'on peut mettre en place sur la demande, donc pour agir, pour réduire la demande. On peut, et je vais commencer par les actions indirectes, dont Stéphane a parlé un peu, à savoir différents types d'actions qui vont permettre de limiter cette demande. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de politiques qui, par une politique qui ne concerne pas l'eau, vont avoir énormément d'impact sur l'eau. Comme Stéphane l'a dit, la première politique qui a un impact sur l'eau, c'est tout ce qui est politique d'aménagement du territoire, tout ce qui est politique foncière. Le fait d'avoir une parcelle en centre-ville, par exemple, dans le plein cœur de centre, sans jardin, etc., va faire qu'on consommera moins d'eau que si on a une piscine ou si on a une grande parcelle, si on a aussi des surfaces arrosées, etc., etc. Donc ça, bon, ça c'est pour l'eau potable, mais on peut avoir les mêmes choses sur l'eau d'irrigation, et il y avait un des interlocuteurs qui l'a un peu évoqué. Autre point, la politique énergétique. Cette politique énergétique, ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que quand on subventionne, là, sur la première photo, on est au Maroc, le fait d'avoir subventionné le gaz pour les ménages, pour qu'ils aient de l'eau, du gaz pour faire chauffer leur cuisine, etc., a fait que ces bouteilles de gaz sont utilisées par les agriculteurs pour forer, pour prélever de l'eau souterraine à moindre coût. On a le même problème avec le photovoltaïque qui commence à se développer de manière non maîtrisée et qui fait que les nappes souterraines vont être impactées là-dessus. Donc on voit le lien entre politique énergétique et politique de l'eau. Autre élément, politique agricole, là aussi. Là, j'ai pris un exemple encore au Maroc, mais on retrouve les mêmes tendances en France, hein, où on a une politique qui a été de développer donc justement le goutte à goutte en se disant, eh bien, si on développe le goutte à goutte, les agriculteurs vont réduire leur consommation d'eau.
Et au lieu de réduire leur consommation d'eau, ils consomment la même quantité, mais en produisant plus. Alors, c'est bien pour l'économie, mais pour l'environnement, ça pose souci. Enfin, on peut se dire aussi que, par exemple, la pression des acheteurs va pouvoir influencer de manière positive ou négative sur le comportement des agriculteurs et le comportement et donc l'état de la ressource. Et je vous invite à aller voir du côté de l'Espagne, où il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, notamment auprès de supermarchés qui se sont engagés à des choses comme ça et qui ont fait que, alors qu'on avait beaucoup d'irrigation en 2021, par exemple là, on voit qu'en 2022, il y en a beaucoup moins, tout simplement, notamment parce qu'il y avait plus cette demande avait été maîtrisée via la demande des personnes finales. Donc ça, c'est une action indirecte sur la demande en eau. Mais on peut aussi essayer d'agir directement. Alors avec les 3 piliers que l'on a sur en termes économiques d'action directe. Donc, la première, c'est la persuasion. Donc, on avait vu la télé-relève, par exemple. Puis, on a toutes les actions de sensibilisation, de communication, d'éducation. Donc, ça, c'est la première. Je ne reviendrai pas parce que vous le connaissez beaucoup. La deuxième, c'est la tarification. La tarification de l'eau va permettre d'inciter à économiser de l'eau selon la manière dont elle est facturée. Je marque que c'est un couteau suisse. Pourquoi un couteau suisse? Parce qu'on s'aperçoit que souvent, on va essayer, via la tarification, d'atteindre plusieurs objectifs. Alors, l'objectif de la tarification, normalement, c'est équilibrer le budget, c'est couvrir les coûts. Malheureusement, et heureusement, on y a mis des fois d'autres objectifs, comme le fait d'inciter à économiser de l'eau, ce que j'appelle l'efficience d'allocation, ou le fait d'avoir la garantie d'un accès à l'eau pour tous. Et tout ça, on va essayer d'atteindre 3 objectifs avec un seul instrument, et ça, c'est pas évident. Et c'est ce qu'on fait via ce qu'on appelle la structure de tarification. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop complexe, mais je vais vous montrer juste un petit exemple au niveau tunisien cette fois-ci, où ils ont mis en place sur l'eau potable, dans la régie de l'eau potable, une manière d'inciter les gens à économiser de l'eau tout en donnant un accès à l'eau pour tous et en essayant d'équilibrer le budget. Ici, vous avez une structure qu'on appelle par palier croissant. Donc, si on consomme moins de 20 mètres cubes par trimestre, on va payer le mètre cube 200 millim. Là-bas, ce n'est pas des centimes, c'est des millim. Donc, 200 millim de dinars. Si on consomme entre 21 et 40 mètres cubes, tous les mètres cubes vont être payés à 665 millim, etc., etc. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une tarification que je mets ici par bloc. Parce que, hop, si on consomme plus, on atteint le bloc d'après. Donc, c'est très incitatif à l'économie d'eau. Ça permet aux ménages de faibles revenus d'accéder à l'eau, donc tout va bien. Le gros problème de cette structure, c'est que le coût moyen de l'eau, c'est à peu près à 1200 millim à ce moment-là. Or, les gens consomment plutôt dans les 2 premières tranches. Et c'est bien que le gestionnaire, il n'arrive pas à recouvrir ses coûts. Et donc, on va avoir une dégradation du service, ou alors on appelle à la subvention nationale ou internationale. Donc, vous voyez, c'est compliqué. C'est pour ça que je parle de couteau suisse. Autre manière de répartir, et ça, je finis avec mon triangle, persuasion, prix, quantité. Donc, en France, notamment, on a plutôt à réfléchir et on a parlé tout à l'heure de volume prélevable, donc de répartir la quantité d'eau. Cette quantité, en fait, on peut voir 2 types de répartition parce que on a ce qu'on appelle la pénurie structurelle. Donc, c'est quand structurellement, il y a plus de demandes que d'offres. Là, par exemple, j'ai mis une carte sur la France où on présente les zones de répartition, donc les endroits en jaune où structurellement, les eaux superficielles sont déficitaires, sont réputées déficitaires. Et sur ces zones-là, on met en place des volumes prélevables, c'est-à-dire qu'on dit aux différents usagers, vous n'avez pas le droit de prélever plus de temps parce que sinon, ce n'est pas soutenable. Donc ça, c'est une première façon. Et puis, naturellement, les différents usages doivent essayer d'atteindre cet objectif et de se répartir entre l'eau. Autre chose que vous avez vécu l'année dernière, c'est pour faire face au manque d'eau
conjoncturel, là, on met en place des arrêtés sécheresse. Alors là, j'ai pris des photos juste de 3 années particulières qui datent de 20 ans en arrière, mais qui montraient que chaque année, en fait, on peut mettre en place des arrêtés sécheresse, mais il faut que ce soit quelque chose de très exceptionnel. Et on voit que, par exemple, l'année 2003, eh bien, naturellement, il y avait plein de gens qui étaient en arrêté sécheresse. On pourrait faire la même chose l'année dernière, voire même en début de cette année. Et là, on met en place des restrictions d'usage qui sont des restrictions qu'on appelle temporelles, parce que des fois, on n'a pas le droit d'irriguer entre telle heure et telle heure, etc., etc. Donc, c'est une autre manière réglementaire de gérer la quantité d'eau qui va être prélevée. Pour conclure mon intervention, donc je voulais dire que, un peu comme Stéphane, on a différents leviers avec, quand on fait de la recherche là-dessus, différents avantages et inconvénients qui sont associés. Ce sur quoi je voulais insister aussi, parce qu'on le voit beaucoup, c'est toute la difficulté de faire en sorte que ce que l'on essaye d'avoir a les bons résultats. Et ça, c'est compliqué. Je voulais un tout petit peu illustrer sur le problème du goutte à goutte qui fait que la personne va garder la même quantité et produire plus. Mais on peut l'avoir aussi sur les politiques de tarification ou de quotas qu'on met en place qui peuvent ne pas être respectées. Et là, il y a un problème que moi j'appelle la crédibilité des menaces de sanctions et qui fait que parfois on n'arrive pas à notre objectif. Et d'où l'importance aussi d'avoir, un peu comme disaient les autres intervenants, un panel de solutions pour essayer que tout aille dans le même sens, nonobstant tout ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais en dire dans cette introduction. Et je vous remercie de votre écoute.